Une marche populaire a été organisée à Dambach-Neuenhofen. Cette manifestation est l'initiative de la toute jeune association des Amis de la Vallée. Plus qu'une promenade récréative, la cinquantaine de participants a dû remplir un questionnaire-jeu autour du thème de la forêt. Une pause café à mi-parcours a fortement été appréciée par tous. À l'arrivée de la première marche populaire de l'association, les meilleures réponses du questionnaire ont été récompensées. Le tout a été suivi par une bonne soupe. Le président de l'association, Alain Sattler, nous donne les prochains rendez-vous de l'association. Nous vous invitons à venir pour le 9 décembre. Nous organiserons une vente de sapin de Noël normand qui se déroulera, je pense, à Dambach, dans la vallée même, ainsi que d'autres manifestations dans les mois et les semaines à venir. La salle polyvalente de Gundershofen a accueilli la soirée donnée en l'honneur des champions de la commune. Cette soirée, organisée par l'association culturelle, aura permis de faire connaissance et de récompenser des champions de toutes disciplines. Ainsi, judokas, champions de karting, marathoniens, pongistes, pompiers et bien d'autres se sont vus remettre un diplôme accompagné d'un présent lors de leur présentation au public. Le spectacle était bien sûr au rendez-vous. Les spectateurs venus en force afin de soutenir leurs champions auront été ravis par une démonstration de culturisme. Après la présentation de tous ces champions, la soirée s'est close par un vin d'honneur. Grande fête de la châtaigne. Comme à l'accoutumée, la châtaigne a été célébrée en grande pompe à Oberbronn. Le village a accueilli de nombreuses animations et autres dégustations. La musique municipale a inauguré les festivités en fin de matinée de ce dimanche 21 octobre. Place du couvent sous un chapiteau, les gourmands pouvaient ensuite goûter au fameux boudin aux châtaignes. Sur la même place, plusieurs groupes de danse folkloriques, polonais, hongrois et bien sûr alsaciens se partageaient la vedette. Les visiteurs sont repartis repus alors qu'une odeur de châtaigne grillée flottait sur le village d'Oberbronn. Exposition de champignons à Dambach-Neuenhofen. Le Mill Club a reçu une grande exposition de champignons. La MJC de Dambach-Neuenhofen a contacté la Société mycologique de Strasbourg pour réaliser ce rendez-vous annuel. Deux mycologues strasbourgeois, M. Trendel et M. Léopold, se sont chargés d'étiqueter ces quelques 243 espèces de champignons. Dans un décor de mousse, amanites, bolets, russules, morilles ou trompettes de la mort sont devenus les stars de la journée. Plus de 300 visiteurs se sont rendus sur les lieux pour étancher leur soif de connaissances. Nous nous trouvons donc au sommet du Falkenberg, qui est une des crêtes rocheuses les plus importantes des Vosges du Nord. On peut la situer parmi les 5 les plus longues. Elle dépasse pratiquement le kilomètre, dont la moitié sans interruption. Elle est surtout connue, cette crête, parce que c'est un ancien observatoire militaire, mais nous nous trouvons aujourd'hui à cet endroit pour voir quelques fougères qui, parmi certaines du moins, sont les plus remarquables de la région. Alors j'en profite aussi pour laisser la place à mon ami Claude Jérôme, qui est un grand spécialiste de fougères et à qui je laisse la parole. Alors nous sommes ici en face d'une fougère. Il y a dans les Vosges du Nord à peu près une quarantaine de fougères différentes. Mais les rochers en grès, comme vous le voyez ici d'ailleurs, les rochers en grès en hébergent quelques-unes qui n'existent que sur le grès. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Celle-ci peut également pousser par terre sur le sol forestier.
Mais je profite du moment, de l'instant, pour vous dire un tout petit peu ce que les fougères ont de remarquable. Les fougères sont des plantes un peu spéciales puisqu'elles ne font pas de fleurs. Et elles sont également spéciales parce qu'elles sont à mi-chemin entre, par exemple, les algues et les mousses et les champignons qui se reproduisent également par spore et les plantes à fleurs qui se reproduisent par graines. Alors à mi-chemin, pourquoi ? Parce que les mousses et les algues et les lichens n'ont pas de vaisseau conducteur de sève, alors que les fougères ont déjà des vaisseaux qui conduisent la sève. Et elles ont ce qu'on appelle des racines, des tiges et des feuilles qu'on appelle frondes. Et ce que les mousses n'ont pas de racines et pas de tiges. Les mousses n'ont qu'une feuille, c'est seulement une feuille. Alors c'est à mi-chemin entre les plantes primaires ou les plantes comme les mousses et les champignons qui sont des plantes primitives et les plantes à fleurs qui sont des plantes évoluées. Et ce qui est quand même remarquable aussi pour l'histoire de la fougère, c'est que c'est une des plantes les plus anciennes qui sont apparues sur le globe, puisque vous savez que le charbon est à base de fougères, de fougères fossiles. Cette fougère s'appelle, en langage scientifique, s'appelle Dryopteris carthusiana. Alors une fougère est une plante un tout petit peu différente que des plantes que nous connaissons d'habitude, parce que c'est une plante sans fleurs. Les fougères ne font pas de fleurs. Et comme elles ne font pas de fleurs, elles ne font pas de graines non plus. Mais il faut bien qu'elles se reproduisent. Alors comment se reproduisent-elles ? Eh bien parce qu'au dos de la feuille de fougère, qu'on appelle d'ailleurs une fronde, mais nous n'avons pas de chance, sur celle-là, il n'y en a pas. Au verso donc de la fronde, il y a habituellement ce qu'on appelle des spores. Les spores, c'est comme de la farine. C'est aussi fin que de la farine et les fougères en produisent des millions. Et ces spores tombent par terre et quand elles ont de la chance, elles germent et donnent une future fougère. Je crois. Et il est à 6,559. 6,55, 9,57. Notre calendrier pour l'euro, je dirais ça a commencé depuis fin 99. Et là on arrive dans la dernière phase, c'est-à-dire les préparatifs. Et pour nous, ce qui sera important, ce sera vraiment que tout soit prêt pour le 1er décembre, sachant que le 1er décembre, on donnera les premiers kits monnaie aux commerçants. Et puis à partir du 14 décembre, ce sera le particulier qui pourra chercher son kit, l'équivalent de 100 francs, les premières pièces en euros. Et bien sûr, la grande étape, ce sera la bascule du 31 au 1er janvier, je veux dire, notamment avec tous nos automates, nos GAP, etc. Pour les gens, je dirais, il est possible d'apporter jusqu'au 30 juin, d'échanger ces francs à sa banque. À partir du 30 juin, je veux dire, ceci ne sera plus possible à sa banque. Seule la Banque de France sera habilitée à faire cet échange. Et il faut savoir que pour la monnaie, après cette date du 30 juin, il restera 3 ans. Et pour les billets, il restera 10 ans. Donc il y a largement le temps de changer ces francs en euros. Tout le monde commence à prendre conscience de l'euro. Pour nous, les avantages en euros, je veux dire, on est quand même dans une région frontalière. On avait quand même l'habitude d'aller en Allemagne, et puis qui ne va pas en vacances en Espagne, en Italie, etc. Je pense que c'est quand même quelque chose de bien pour nous dans notre vie de tous les jours. Plus besoin de se précipiter sur le change. Oui, c'est vrai que pratiquement, je veux dire, on a de plus en plus de questions sur l'euro. Mais c'est pas un sujet d'inquiétude.
Hein, c'est plutôt est-ce que tout sera prêt, comment je peux faire, est-ce que ma carte peut déjà fonctionner en euros, etc. Hein, c'est ça les traditionnelles questions. Nous avons 7 billets, un billet de 5, de 10, de 20, de 50, le 100, le 200 et puis le tout gros, le billet de 500. Oui, en matière de monnaie, on a l'euro et les sous-multiples de l'euro. Je veux dire, la décision a été prise en France de les appeler des cents, C-E-N-T. Pour l'instant, on pratique le double affichage. Les prix sont encore en francs, marqué un peu plus grand, et l'euro est encore en stylo. Mais enfin, il faut commencer à le marquer quoi, pour que les gens s'habituent. Au niveau des paiements, le terminal carte bancaire est déjà équipé pour l'euro. Pour l'instant, ce sont surtout les sociétés qui payent en euros et 2-3 particuliers. Et le reste, les gens n'ont pas encore pris le pli. L'euro, pour moi, je trouve que c'est un peu plus facile. J'achète parfois en Allemagne. Donc, je peux payer en euros. J'ai des chèques euros maintenant. Donc, si j'achète mes articles en Allemagne, chez certains fournisseurs, des articles qu'on ne trouve pas toujours en France, au niveau des accessoires, c'est beaucoup plus facile pour acheter. C'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus facile, effectivement, avec le chéquier euro. Voilà, madame. Merci. Vous payez en francs, en euros? En francs. Donc ça fait 115 francs et 17,53 €. Ça fait depuis les crosses scolaires que je fais de la course à pied. Moi, et puis ensuite je me suis mis au VTT. Je suis passé au duathlon qui est course à pied et vélo de route, qui est mon sport principal. Et puis à côté de ça, je fais des épreuves uniquement de course à pied ou uniquement de vélo aussi. Pour ce qui est de la planification, c'est moi qui choisis mon programme de course et qui fait mes plannings à peu près à l'année. Maintenant, cette année, j'ai été au championnat du monde de duathlon longue distance. Là, j'ai eu un stage avec l'entraîneur national et puis après, j'ai été suivi jusqu'au championnat du monde par l'entraîneur national. En pleine saison, je m'entraîne 5 jours par semaine, mais systématiquement dans les deux sports, c'est-à-dire le vélo et la course à pied. Ce qui me fait 10 entraînements, mais quand même 2 jours de repos complet. Là, ça va faire la 10e année que l'édition de la montée de Wintersberg a lieu. Et j'ai dû en faire 6 pour le moment. Les premières éditions, j'étais encore junior, donc j'ai fait 2 fois premier junior, 2 fois premier espoir. Et l'an dernier, j'ai gagné pour la première fois le classement scratch, le classement total, quoi. Et puis j'aimerais bien regagner cette année, bien sûr. Surtout que depuis le mois d'avril, j'habite à Niederbronn. C'est une montée assez dure, j'ai reconnu la semaine dernière. C'est une montée assez difficile, ça monte sans arrêt sur un petit chemin. Il s'agira, je pense, de bien se placer au départ. Les montées sont bien, raides, mais elle permet à quelqu'un qui n'est pas très entraîné quand même de pouvoir finir la course en gérant l'effort comme il faut. Et les descentes sont, bon, moi je les aimerais un peu plus techniques, mais elles sont déjà très bien. Ouais. Je remplace quelques séances spécifiques que je ferais normalement sur la piste d'athlétisme. Je les remplace par des séances en côte, dans la forêt. Et puis sinon, je vais aussi faire quelques reconnaissances du parcours qui est quand même technique par endroit. J'aimerais bien essayer de gagner à nouveau cette année. Et puis pour le record, on verra, ça dépend s'il y a de la concurrence ou pas pour tenter de battre le record.
Les conditions de course étaient excellentes, le temps magnifique, il y a une super ambiance, il y a beaucoup de monde. Le parcours est très dur, et ce qui fait que j'ai un peu peiné dans la montée. J'ai rattrapé un peu de temps dans la descente, mais comme vous voyez, je suis vraiment exténué. Bon, normalement, on récupère très vite, vous inquiétez pas. Pour la suite, j'aimerais bien sûr avoir d'autres sélections en équipe de France et puis améliorer aussi bien mon classement individuel au championnat du monde que le classement par équipe.